ouvre son antenne comme tous les soirs de 23h à 1h pour que vous puissiez parler de tout ce qui fait votre quotidien et partager vos expériences afin de vous sentir moins seul face aux difficultés de toutes sortes que vous rencontrez. Alors n'hésitez pas à appeler le 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Quentin et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous le savez, à tout moment, vous pouvez intervenir, nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par SMS au 7 10 25 en commençant votre message par le mot nuit. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou vous joindre à nous en discutant avec nous à l'antenne et en appelant le 39 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis vraiment très très contente de vous avoir. Mais moi aussi. Voilà. Eh bien voilà, si je tenais à vous parler, c'est pour mon fils qui a bientôt 45 ans. Oui. Et bon, il est seul. La grosse impression que j'ai, c'est qu'il n'a jamais il n'est jamais arrivé à gérer sa vie. C'est-à-dire que là, actuellement, il se trouve en prison pour la deuxième fois. Pas pour des faits, il n'a ni volé, ni tué. Ça a commencé la première fois, il y a donc 10 ans, il avait 35 ans. Il s'est fait arrêter à plusieurs reprises avec ivresse au volant. Oui. Et puis donc à plusieurs reprises. Et puis malheureusement, il est tombé devant une procureure dont sa nièce qui était décédée suite à un chauffard. Donc ça a commencé comme ça. Et puis alors donc ensuite mon fils a fait de la prison. Et ensuite, j'ai découvert, il ne s'est jamais plaint en fin de compte. J'ai toujours su en fin de compte ses grosses difficultés par hasard, c'est-à-dire que il a un métier en main, mais j'ai découvert qu'il était devenu SDF à plusieurs reprises. Il dormait dans sa voiture. Il ne payait jamais son loyer. Enfin, c'était vraiment je n'ai jamais compris en fin de compte c'est sa façon qu'il avait d'agir comme ça. Mais donc ces problèmes, c'est-à-dire qu'il à sa sortie de prison, il a perdu son emploi ou il avait un emploi avant d'être incarcéré? Il avait un emploi. Il a toujours travaillé. Mais il n'a pas dû faire énormément de prison. Non, il a fait 2 mois de prison. Oui, et donc qu'est-ce qu'il fait à sa sortie de prison? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on ne l'a pas repris dans son... à la sortie, en fait, quand quand il y avait des difficultés comme ça, en intérim, il arrivait toujours à retrouver du travail, comme il a un métier en main, et il a toujours arrivé à trouver du travail. Le logement, il n'a jamais eu il a eu de logement, mais quand il en avait, soit qu'il ne payait pas de loyer, et ça je comprenais pas en fait compte, j'ai jamais compris. Il n'arrivait pas à s'occuper de lui. Non, tout à fait. Il ne savait pas s'occuper de lui. Et puis. Alors derrière, il y avait sa problématique avec l'alcool aussi, qui ne l'aidait pas. Exactement. Et puis donc il y a 2 ans à peu près, je me suis rendu compte, quand je l'appelais, parce que là je suis à 500 km de chez lui, vous voyez. Et puis quand je lui téléphonais, depuis 2 ans à peu près, je me suis rendu compte que ça allait mieux. De la façon que je converse avec lui, je voyais bien que l'effet d'alcool ça allait mieux. Il y avait une bonne raison à cela, c'est que c'est sa santé qui commençait un petit peu à... Il avait des problèmes de santé. C'est-à-dire que une fois, je l'avais emmené avec moi, dans le nord de la France. Excusez-moi, je suis très émue. Mais je vous en prie. Et puis, en cours de chemin, il a fait une crise d'épilepsie. Et là, j'ai eu vraiment très, 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 très peur.
Et donc c'est suite à tout cela, je me suis rendu compte que, en fin de compte, l'alcool est obligé de lui-même de faire attention. Donc c'était un petit peu mieux. Je me suis rendu compte qu'il y avait un mieux. Et avec son frère d'ailleurs, son frère cadet, nous en parlions tous les deux. Puis on sentait bien que il allait un petit peu mieux. Et puis donc je l'appelais toutes les semaines. Et donc, un nouveau fait, il y a environ un mois, je l'appelle en fin de semaine comme toutes les semaines à peu près, et n'ayant pas de nouvelles ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche, je me suis dit, bien, qu'est-ce qui se passe? Je téléphone donc étant donné qu'il y avait encore un autre problème de santé, je téléphone donc à des amis, et ils me disent que ils n'ont pas vu depuis quelque temps. Je téléphone donc à l'hôpital parce qu'il avait un problème de santé. Il devait faire une fibroscopie. Je me suis dit peut-être est-il hospitalisé. L'hôpital il ne connaissait pas donc mon fils. Il n'a pas été les voir. Et ensuite, je dis on ne sait jamais. Je téléphone ensuite à son entreprise. Et enfin, ce que je pensais, et c'est là que j'ai découvert que mon fils me racontait des histoires, et puis il n'a jamais travaillé dans cette entreprise qu'il me racontait. Et le pire, c'est qu'il me racontait plein d'anecdotes par rapport à cette entreprise. Oui, pour vous rassurer certainement. Tout à fait. Et puis même aux quelques amis où j'ai téléphoné pour savoir, pour me rassurer. Et il leur disait qu'il avait un fils, chose que apparemment je ne pense pas qu'il ait un fils, j'ignorais. Et vous voyez, il faisait des films en fin de compte. Je ne sais pas trop. J'arrive plus à comprendre vraiment son comportement. Alors suite à tout cela, en dernier lieu, j'appelle la gendarmerie. Je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être que... Et c'est là j'ai appris qu'il était en maison d'arrêt. Toujours alors pour ces problèmes d'alcool au volant? Je ne sais pas. Non, puisqu'il ne pouvait plus conduire. Il ne conduisait plus... mais il y en a qui conduisent sans permis. Hein. Il a conduit 2 ans sans permis. Oui, c'est ça, oui. Il a conduit, mais là, la voiture, je me suis renseignée justement aussi, on m'a dit non, la voiture, elle est là. D'après la gendarmerie, ils m'ont dit non, c'est pas ça. Mais ils n'ont pas dit la raison pour laquelle ils ne nous ont pas dit pourquoi il est incarcéré à nouveau. Voilà, exactement. Alors, donc là, il est incarcéré, je ne sais pas pourquoi. Il m'a envoyé un courrier. Et puis, je lui ai répondu, mais jusqu'alors, je l'ai toujours défendu. Je pense que j'ai eu un petit peu de tort quelque part. Je suis toujours rentrée dans son jeu. Et là, en fin de compte, je lui ai écrit un courrier où j'ai vraiment... je lui ai donné vraiment tout mon ressentiment, que je ne comprenais pas, ses agissements, de la façon qu'il agissait ainsi, tout ça. Donc, et je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas, c'est pas étonnant en même temps, hein, que vous n'ayez pas de nouvelles. Si vous lui faites un courrier ou vous lui faites part de tout votre sentiment... Oui, j'aurais pas dû. C'est pas forcément très approprié à un moment où il vient d'être incarcéré, ou si vous voulez, votre fils, il a toute une histoire, hein, certainement. S'il n'arrive pas à se prendre en charge, ça remonte. Voilà, vous me parlez de lui. Maintenant, il est adulte, même si dans les faits, il y a une partie de lui qui ne fonctionne pas comme un adulte. Mais bon, ça remonte. Moi, je ne connais pas. C'est vous qui connaissez l'histoire de votre fils. Hein. Pourquoi il a cette histoire-là? Pourquoi il n'arrive pas à prendre soin de lui, à s'occuper de lui? Pourquoi il a cette dépendance comme ça à l'alcool et cette souffrance derrière lui? Voilà, je ne sais pas. Là, vous me donnez des faits, des symptômes finalement, mais ça ne me dit rien de son histoire, hein, finalement. Bon. Ça a débuté. Disons que ça a un petit peu débuté. Je ne sais pas si je peux vous en parler. Ça a débuté. Avec son père, nous sommes séparés. Mon fils avait 9 ans. Donc je l'ai gardé. Ensuite, son père venait nous voir de temps en temps.
Et un an après, quand il s'est rendu compte que j'avais connu quelqu'un d'autre, alors là, on n'a plus du tout revu. Et donc, mon fils a 15 ans après, on a découvert que son père était gravement malade. Et puis donc, il est décédé dans les 15 jours qui ont suivi. Et donc, pour mon fils, naturellement, ça a été très difficile. Et puis, donc, il a eu un parcours où il a fait des études où vraiment ça s'est très bien passé. Il a, comment dire, son travail, il a réussi à trouver donc son chemin professionnel sans problème. Et où j'ai remarqué aussi qu'il y a eu une autre grosse difficulté, parce qu'après avoir fait 3 ans d'études en pension, où vraiment ça s'est bien passé, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, son service militaire, ensuite nous avons revécu ensemble. Et c'est quand je suis donc repartie, mon fils avait 26 ans, et c'est là que moi j'ai eu l'impression que pour lui, quand il se trouvait, quand je n'étais pas là, quand je suis repartie, donc excusez-moi, je n'arrive pas trop à m'expliquer, parce que je suis très 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 émue. Et donc à 26 ans, quand je suis repartie, et donc il a suivi son chemin en région parisienne, et c'est de là, tout doucement, j'ai encore appris qu'il a eu des problèmes. Là, ces problèmes ont commencé à démarrer, vous voyez. Oui, mais les problèmes qui surviennent comme ça à l'âge adulte, si vous voulez, s'enracinent plus loin. Enfin, ça prennent leurs racines plus tôt, je veux dire. Oui. Donc bon, après, il s'agit pas. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que vous avez en face de vous un homme qui est votre fils, qui est dans de grandes difficultés, dans des souffrances qui le conduisent à effectivement se mettre hors cadre de la loi, parce que finalement il y a quelque chose qui fait même que vous dites à certains moments il a pu se retrouver un peu SDF. Enfin, donc où il y a une partie où il néglige, il se néglige très profondément, y compris d'ailleurs à travers cet alcoolisme. D'ailleurs, même le fait de conduire comme ça en état d'ébriété au volant, alors, il met en danger la vie des autres, évidemment, mais il met aussi sa vie en danger. Donc, il est dans une conduite comme ça à risque. Donc il serait important qu'il fasse un travail sur lui-même. Oui, donc, je l'en ai déjà qu'il fasse un sevrage par rapport à ce problème d'alcoolisme. Mais il ne veut pas, j'en ai parlé, bon, il s'est calmé, c'est obligé, parce que sa santé s'était fragilisée, mais j'en ai parlé à plusieurs reprises de son cas, de son état, même d'aller voir un psychologue, il connaît un médecin en qui il a confiance, parce qu'il a rarement confiance aux gens de toute façon. Et puis, donc là, il connaît un médecin qui soigne donc les alcooliques, et il est psychologue en même temps. Mais c'est bien donc, s'il a confiance en ce médecin. Voilà, tout à fait. Et donc, je lui ai proposé justement à ce qu'il fasse un travail pour faire un sevrage. Mais il veut arriver par lui-même. Il ne veut pas... Oui, mais ça, c'est d'être dans une forme de déni, tant qu'on tient ce genre de discours. Je vais m'en sortir par moi-même. Mais le rappel à la loi peut être salutaire en ce sens-là. C'est-à-dire que il y a un suivi. Le juge d'application des peines, souvent, dit que, enfin, je veux dire, même certainement, va demander à ce qu'il y ait une prise en charge par rapport à ce problème d'alcool. Alors je ne sais pas pourquoi cette raison-ci, vous ne savez pas qu'est-ce qui fait, pour quelle raison il est incarcéré, mais bon, rien ne vous empêche de savoir, vous pouvez vous renseigner, aller le voir, demander à avoir un parloir avec lui, ou il y a des moyens certainement de vous renseigner. C'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe en tant que mère, vous n'avez pas forcément à être au courant de la condamnation. Ben oui, parce que bon, étant donné que là, comme je vous disais tout à l'heure, je suis à 500 km.
Et donc pour l'instant je ne peux pas y aller. Bon, j'ai téléphoné, j'ai réussi à avoir l'assistance sociale à plusieurs reprises, mais bon, ils ne peuvent pas me dire. Bon, la gendarmerie, naturellement, ils n'ont rien du tout. L'assistance sociale, je lui téléphone et puis alors je lui demande des nouvelles de mon fils. Elle l'a vu une seule fois. Alors elle me dit, vous lui demandez vous-même en lui écrivant. Bon, ce que j'ai fait naturellement, je lui ai demandé, je lui ai envoyé plusieurs courriers, dont un où c'est vrai que j'ai pas été tendre avec lui. Et puis et donc par rapport à tout ça, j'ignore complètement. Oui, je crois que dans les courriers, attention, parce que dans cet environnement, dans cet univers qu'est la prison, c'est pas la peine de l'accabler davantage. Venant de vous, vous êtes sa mère. Il s'agit pas, surtout vous dites que jusque-là vous avez plutôt été très indulgente. C'est pas maintenant où il a déjà les murs de la prison autour de lui d'en rajouter en l'accablant finalement. Parce que bon, c'est le fruit de toute une histoire, donc. Il s'agit plutôt il s'agit pas de banaliser les faits, mais de dire effectivement qu'il est temps qu'il arrête peut-être d'être dans quelque chose comme ça où il passe à côté de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait Tout à fait, c'est ce que je fais comprendre aussi. Et d'arriver, pourquoi il n'arrive pas à prendre soin de lui. Voilà. Mais si finalement peut-être, alors je ne sais pas, peut-être que soit il y a des enfants, il y a des adultes qui n'arrivent pas à prendre soin d'eux parce que soit ils se sont beaucoup occupés des autres et non. Et non, mais je fais les cas de figure des autres, et en particulier parfois des parents en souffrance, d'une fratrie en souffrance. Il y a eu et finalement ils se sont oubliés dans cette relation-là. Soit à l'inverse, des parents qui balisaient trop leur chemin, qui prenaient tout en charge, qui les prenaient totalement en charge, oubliant un peu que de les mener vers l'autonomie. Et ne les ayant pas suffisamment éduqués, appris, guidés vers l'autonomie, et qui agissent un peu parfois après comme des petits robots qui savent pas très bien comment s'occuper d'eux. Peut-être mais alors tout ça, c'est un long apprentissage. Il y a des choses derrière. Il y a un parcours, il y a une souffrance. Et pour répondre à Steven qui me dit, moi aussi j'ai pris 4 mois de prison ferme, je ne serai jamais comme tout le monde. C'est pas la prison. On ne doit pas non plus porter ça comme une stigmatisation à vie. J'ai envie de répondre à Steven parce que il y a peut-être aussi des parents, enfin des enfants dont le père ou la mère est incarcéré et qui vivent ça justement comme une honte, comme quelque chose d'infamant. On peut avoir un de ses parents incarcéré sans pour autant le porter comme quelque chose d'infamant. Ça peut arriver dans le parcours d'un être humain et souvent derrière, là aussi il y a une histoire, il y a un parcours toujours singulier, toujours unique, et gardons-nous de blâmer sans savoir ce qu'il en est. Bien sûr, bon. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour mon fils, de toute façon, moi, je ressens depuis longtemps un gros blocage. Il n'arrive pas du tout à se libérer d'un marasme Mais certainement. Voilà, oui. Comme vous me disiez tout à l'heure, peut-être que j'ai été peut-être trop présente et trop indulgente avec lui. Alors, si c'est le cas, de toute façon, c'est pour ça que maintenant, il ne sert à rien de basculer dans un autre extrême qui serait en gros, de dire c'est pas bien, on n'est pas entre le bien ou le mal. Il est enlisé dans quelque chose pour le moment. Bon, il se trouve que actuellement, il est incarcéré, il purge une peine.
Bon, il est important qu'à sa sortie, c'est une peine de courte durée, ce qui suppose que heureusement pour lui, ça suppose qu'il n'a pas commis un crime, quelque chose comme ça. Ça doit être encore des bons liés. Certainement, on peut penser qu'il y a encore ces problèmes d'alcool. Il faudrait qu'il puisse arriver à envisager de se soigner par rapport à ce problème d'alcool. Alors ça passe évidemment déjà par une hospitalisation parce qu'il faut un sevrage. Il faut un sevrage et derrière cela, après ce sevrage physiologique, il faut une prise en charge psychologique parce que quand on boit, c'est souvent qu'on est écrasé par le poids d'une histoire. On boit pas par vice ou par plaisir, et puis après, justement, une fois qu'on est sorti avec l'aide de médicaments de cette qui aide à tenir, à se passer de l'alcool, elle reste cette histoire et cette souffrance. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir en travailler et travailler là-dessus. Sinon, le risque de replonger est grand. Et d'ailleurs, il y a des rechutes, il faut le savoir. Et c'est pas pour autant parce qu'il y a des rechutes que on est condamné définitivement à être alcoolique. Non. Bien sûr. Mais bon, il vaut mieux être soutenu. Mais faut-il qu'il le veuille aussi? Oui, parce que je suis d'accord avec vous. Plusieurs reprises, c'est vrai. Il n'est pas décidé, même pour aller voir un psychologue, il n'est pas décidé. Il veut par lui-même, arriver par lui-même à se sortir. Et c'est trop fort, il n'arrive pas à se sortir. J'ai eu des grandes discussions avec lui. D'ailleurs, au moment des fêtes, il est resté 15 jours avec moi. Avec son frère cadet, il est resté beaucoup moins longtemps. 15 jours, c'était vraiment très très bien. Vraiment, c'était fantastique pendant 15 jours ici, chez moi. Et ça a pris 8 jours après, quand j'ai appris ça, ça m'est vraiment tombé sur la tête, en fait, compte. Enfin, moi, c'est pas un problème, c'est surtout pour lui. Mais lui dire, oui, mais dans ces cas-là, dans les moments où, justement, il peut entendre des choses, dire que, il peut être, il a 45 ans, c'est un âge où il a encore de possibilités de construire des choses dans sa vie, alors que là, il est écrasé aussi par une solitude, parce que finalement, il n'arrive pas à construire, peut-être pour cette raison qu'il s'invente un fils, qu'il s'invente ou qu'il a, on ne sait pas, mais quel est ce fils qui s'invente? Ça serait intéressant d'ailleurs s'il s'invente. Est-ce que c'est pas de lui dont il parle? Quelle histoire il réinvente? Bon, on ne sait pas. Finalement, peut-être aussi que c'était sous l'effet de l'alcool qu'il s'était inventé un enfant. Mais bon, savoir. Il lui dans ce cas-là alors. On ne sait pas, mais c'est bon. Il y a en tout cas à 45 ans, il y a beaucoup de choses qui restent possibles et il est en train de s'abîmer actuellement et que c'est vraiment tout à fait regrettable. Bon, mais il y a toujours la possibilité qu'à un moment la pulsion de vie reprenne le dessus. Qu'est-ce que j'aimerais, Il y a le subversif qui dit si vous voulez aider votre fils, de toute façon, c'est vrai qu'il faut essayer de vous dégager de la culpabilité, de pas être dans l'injonction et d'avoir surtout à l'esprit que c'est pas entre vos mains la possibilité de le sauver. C'est-à-dire que c'est pas vous qui pouvez être, voyez, vous le dites vous-même. J'en suis consciente. Et puis il y a Eridan qui dit depuis de nombreuses années, il cohabite avec beaucoup de handicaps, mais dites-lui qu'il n'est pas trop tard parce qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa vie. Parce que j'espère. Mais justement, j'aimerais, parce que j'étais indulgente pendant longtemps, je me suis longtemps culpabilisée, je me suis toujours dit oui, vous naviguez entre ces deux tendances, oui. Voilà, alors maintenant, comment je dois réagir? Je ne peux plus grand-chose. À son âge maintenant, ou moi qui ai 67 ans, comment je dois réagir envers lui? Comment je peux faire pour vraiment l'aider, le soutenir, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça surtout, vous voyez. J'aimerais, là, il va sortir, alors il va sortir bientôt, là, le 14, et donc, je sais que je ne peux pas y aller maintenant, le mois prochain certainement, je descendrai, et autrement, j'espère qu'il va être pris en main à sa sortie. Ça, qu'il sache que il peut compter sur vous, néanmoins, que vous pouvez être là pour lui,
parce que vous êtes sa mère, vous l'aimez et que vous avez voilà, et que vous avez vraiment envie qu'il se sorte un peu de cet engrenage, et que vous trouvez que vous pouvez lui dire qu'il a tellement que compte tenu de ce qu'il est au fond, de ce qu'il pourrait aussi être, et de sa personnalité, vous pouvez mieux en parler. C'est vous qui connaissez votre fils, du potentiel qu'il peut avoir, de ce qu'il est. Que pourquoi s'abîme-t-il autant finalement, pourquoi voilà, donc c'est peut-être là-dessus, et réfléchir. Alors vous, parfois quand on n'arrive pas à aider ces enfants, et notamment quand les enfants, c'est toujours beaucoup plus compliqué, parce qu'un enfant, quand il est petit, on peut évidemment, on en parlait hier avec cette grand-mère, on peut le prendre par la main et puis demander de l'aide d'un tiers. C'est déjà beaucoup plus difficile quand l'enfant c'est un jeune adulte, et alors quand il est adulte comme l'est votre fils, c'est plus possible. En revanche, ce qu'on peut faire, on peut le faire pour soi, c'est-à-dire qu'on peut soit aller demander de l'aide et parler soit de ces difficultés dans la relation, c'est-à-dire par rapport à votre culpabilité, par rapport à comment vous situez par rapport à lui, comment justement quelle juste attitude, si tant est qu'il y en ait une, quel juste milieu trouver, c'est-à-dire en train de pas être trop indulgence, pas trop laxiste, pas trop. Vous voyez, ça, vous pouvez très bien aller parler de cela, de la souffrance aussi que cela engendre chez vous, de voir votre fils se détruire. Parce que je vous assure, Nicole, que quand dans la relation, souvent dans les relations familiales comme ça, quand il y en a un des deux, et parfois c'est pas celui qui va le plus mal, qui fait la démarche, eh bien ça peut vraiment faire évoluer la relation, parce que du coup il y en a un qui évolue, qui modifie son approche, sa façon d'être, qui se remet en question finalement, qui modifie son regard aussi sur l'autre dans la relation. Et donc, la relation va forcément avancer, évoluer, et l'autre va se positionner différemment. Donc vous ne pouvez pas agir pour votre fils, mais vous pouvez agir pour vous-même. D'accord, oui. Disons que moi, comme j'ai eu une période assez difficile là, pendant ces 4 ou 5 dernières années, et là, comme je vais beaucoup mieux, c'est là que disons que je fais un petit, et c'est peut-être là que j'ai réagi comme ça envers mon fils, surtout que ça a été, en fin de compte, il me raconte plein d'anecdotes de son travail, et j'étais contente et tout, et là quand j'ai appris qu'il ne travaillait pas, qu'il a inventé un tas de trucs, et là j'ai pas compris, je n'ai pas compris du tout. Donc c'est là un petit peu une espèce de rancœur que j'ai eue, et que j'ai voulu vous étiez en colère. Pourquoi il a menti de cette façon. Vous étiez en colère. Mais je pense que ça, bon, après coup, c'est fait. Mais ça aurait été mieux de le dire une fois sorti. Vous voyez, après avec lui, de dire, écoute, tu sais, j'ai plus besoin que tu me rassures. Moi, ce qui compte, c'est toi maintenant, c'est ta vie, c'est que tu puisses te construire et que tu puisses être heureux, enfin, que tu puisses un peu aller bien dans ta vie, trouver une certaine stabilité, un certain apaisement. Moi, que tu me rassures, j'ai pas besoin que tu me racontes des histoires. Oui, tout à fait, parce que je me souviens... Pour que ça aille. Voilà, mais voyez, c'est toujours mieux de le faire en face à face que par lettre. Oui, il n'y a pas la possibilité de répondre. Bon, c'est comme ça. Il y a Annabelle qui envoie un petit courriel qui dit bien sûr que vous devez continuer à être un soutien pour lui, mais c'est vrai que la prise en charge est difficile et on est parfois impuissant. J'ajouterais souvent impuissant. Il y a Aïcha qui dit le seul moyen de savoir pourquoi votre fils est incarcéré, c'est en s'adressant au tribunal. Vous n'avez pas indiqué aussi si votre fils avait un avocat. Ça, vous ne le savez pas, puisque ça s'est fait... oui. Bon, il va sortir, vous dites, dans 15 jours, de toute façon. Bon. D'accord.
Donc, mais je vous dis, vous pouvez parler, vous faire aider, vous aussi. Oui. Je crois. Et ce qu'il y a, vous voyez aussi, c'est que les rapports, la communication que j'ai entre mon fils aîné et son frère, donc qui est plus jeune. Oui. Et c'est vrai, je sens avec mon fils aîné, donc là qui est incarcéré. Là, je vous dis, les 15 jours là, c'était vraiment fantastique, très bien. Il était heureux d'être là avec moi. On était tous les deux, mais il y a des moments où on a une difficulté à communiquer. Chose que j'ai moins avec son frère, son plus jeune frère. La communication est différente. Bon, ils sont complètement différents tous les deux aussi. Et donc, quelquefois, les communications sont un peu plus difficiles avec mon fils. Et donc, et c'est vrai, comme vous dites, qu'il essayait toujours de me rassurer. Combien de fois il m'a dit, d'ailleurs après je lui ai dit, ne me dis surtout plus ça. Et il me disait souvent, maman, ne t'inquiète pas. Et ça, quand il me disait ça, en général, il y arrivait toujours une catastrophe derrière. Et je déteste cette phrase. Et ça, à sa dernière lettre, c'est ce qu'il m'a encore dit, maman, ne t'inquiète pas. Alors là, oui, là, il cherche à vous rassurer, à vous protéger, alors qu'il a tant de mal à le faire pour lui. Voilà. Et c'est ce qu'il faudrait peut-être que vous puissiez lui dire ce qui est l'important, c'est que tu arrives à prendre soin de toi. Moi, ne t'inquiète pas, je prends soin de moi, je sais prendre soin de moi. Ah d'accord. Et vous voyez, en fin de compte, j'ai bien fait de vous appeler parce que c'est ce que j'avais besoin de savoir, comment je pouvais réagir avec mon fils, comment je peux je vais lui réécrire dès demain. Je lui réécris une autre lettre. Peut-être ne pas le laisser sur quelque chose comme ça d'un peu dur, d'un petit peu agressif. Oui, parce que la dernière lettre, je lui ai expliqué, étant donné qu'il n'avait pas répondu à mon courrier. Enfin, c'est le troisième que j'ai envoyé. Entre autres, dans les trois, il y avait autre chose de plus sympa, naturellement. Mais la dernière, n'ayant pas de nouvelles, je lui ai dit, donc je lui ai dit, c'est peut-être un petit peu dur, je ne sais pas. Si tu ne veux pas m'écrire, si tu veux plus que je t'écrive, dans ce cas-là, disons que je notais ça pour le faire réagir, parce que je lui ai dit, si tu veux plus que je t'écrive, tu ne me réponds pas et je ne t'écris plus du tout. Alors, parce que je veux le faire réagir, vous voyez. Oui, alors n'entrez pas trop dans ce jeu-là non plus, parce qu'il y a un peu de provocation et autres. Ne rentrez pas trop dans ce jeu-là. Non. D'accord. Non. D'accord. Bon, dès demain, je lui écris une lettre et puis je suis vos conseils. Que ça amorce la sortie peut être un peu angoissante. Comment ça va se passer, comment il va être accueilli. Dites que voilà, quelque chose d'un peu plus bienveillant. D'accord. Oui. À mon avis. D'accord. Voilà. Bon courage, Nicole. Merci infiniment, Caroline. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est bon, les amis. Zazie, chanson d'amour. Ça fait presque autant de bien, qu'une séance chez le psy. Moi, à fond dans le casque, là, voilà. C'est un meilleur des anti-stress. On reconnaît la patte Zazie, Allez, on accueille maintenant, je crois que c'est Catherine qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Je vous écoute. Bon, alors voilà, mon ami a une quarantaine d'années, mon compagnon a une quarantaine d'années. Alors moi, je suis un petit peu plus âgée que lui. Et ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que nous nous connaissons. Oui. Mais depuis le décès de sa mère, nos relations se sont un peu dégradées, on va dire ça comme ça. Et le décès de sa mère l'a beaucoup marqué. Il consulte un psy une psy et un psychiatre. Et dernièrement, je lui ai dit que je pensais qu'il n'avait plus de sentiments pour moi, et si c'était le cas, qu'on en resterait là. Et il m'a répondu que la rupture n'était pas à l'ordre du jour et qu'il allait en parler à sa psy. Or, le lendemain, il consultait sa psy qui lui a dit que c'était juste une amitié amoureuse qu'il avait vis-à-vis de moi et non de l'amour.
Et depuis, nos relations, c'est juste des contacts téléphoniques amicaux. Par contre, dernièrement, il avait fait un séjour dans un service psychiatrique. Et là, il avait rencontré une femme qui vit en couple. Oui. Et un jour, j'étais en voiture, il m'appelle, et il m'appelle par le prénom de cette femme. Je suis très surprise et je lui dis, mais tu plaisantes. Il raccroche et après, comme excuse, il me dit qu'il l'appelait sur le fixe, moi sur le portable, et qu'il s'était trompé. Et une autre fois, il m'a dit que... Oui, il m'avait envoyé un SMS en me disant merci pour le chocolat, alors que c'était à elle que ça s'adressait. Alors depuis, j'ai voulu prendre du recul, mais il m'appelle tout le temps lorsqu'il est mal et il essaye de me faire culpabiliser parce que lorsqu'il est mal, il a besoin de moi. Donc il m'appelle tout le temps. Et ce week-end, je l'ai vu, ça s'était très mal passé. Et je trouvais qu'il était un petit peu sadique. Mais voilà, donc lorsque je l'ai quitté, je me suis dit que c'était la dernière fois. Mais il m'a rappelé, et ce soir, il vient de me rappeler en me racontant qu'il avait refait sa vie. Alors au début, il me ment, il me dit que c'est quelqu'un qu'il a rencontré aux urgences. En fin de compte, c'est avec cette fameuse personne qui vivait en couple. Alors moi, je ne sais plus que penser. Est-ce que vous pensez, il m'a dit, je n'ai plus de sentiments envers toi, mais je suis prêt à te faire rencontrer cette femme. Je ne vois pas l'intérêt de rencontrer cette femme. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas bien actuellement et qu'il reviendra plus tard, ou est-ce que je ne sais pas? Oui, mais enfin, c'est... À quel jeu joue-t-il avec vous, là, de vous faire rencontrer cette femme? Je ne sais pas. Pourquoi vous met-il en rivalité? C'est un peu pervers, un peu sadique de sa part. Mais peut-être, enfin, comme je vous le disais, je pense qu'il est un peu sadique. Peut-être qu'il n'a plus de sentiments. C'est ce qu'il m'a dit. Il ne se passera plus jamais rien entre nous. Oui, mais écoutez, il sait en revanche que vous en éprouvez pour lui. Oui, il Donc, le sait. Il le sait, ça. Oui, il le sait. Donc, il devrait en tenir compte. Oui, mais parce que qu'il soit depuis éprouvé par le décès de sa mère depuis 2 ans, qu'il en soit malheureux, c'est une chose. Mais justement, qu'il soit affecté dans la peine, malheureux, ne l'autorise pas à se montrer cruel vis-à-vis de vous. Ouais, et Au là, contraire, vous voyez, justement, quand on est dans une certaine peine et souffrance, alors parfois, c'est vrai que du coup, on peut être peu réceptif à celle des autres, mais pour autant, on ne va pas chercher à leur faire du mal. Or là, je trouve qu'il ne tient pas du tout compte de vous, alors qu'il sait que vous êtes, vous, attaché à lui, et que au fond, il ne pense qu'à lui en voulant vous présenter cette femme. Alors pour autant, il y a quand même une chose, moi, qui me frappe un peu dans la façon dont vous m'avez présenté les choses, Catherine. C'est que quand vous lui avez dit très clairement, comme il était plus distant, et ce qu'on pouvait comprendre suite au décès de sa mère, où ça représentait... un vide dans son existence, il traversait une période de crise à ce moment-là. Vous lui demandez si la rupture était à l'ordre du jour. Il vous dit non, je vais en parler à ma psy. Bon, donc il avait besoin d'élaborer ça. Et vous me dites que la psy lui fait cette réponse. C'est une relation d'amitié amoureuse. Oui. Alors, amie-amante. Oui, mais alors, si c'est la psy qui lui fait cette réponse, c'est problématique parce que c'est pas à la psy de faire les réponses. C'est ce que je lui ai dit, moi, quand il a dit ça, je lui ai dit, je ne suis pas psy, je n'en ai jamais consulté, mais je ne critique pas. Mais je lui ai dit, pourquoi tu te caches derrière la psy
pour me dire des choses que tu avais envie de me dire. Voilà, c'est là où on peut se poser la question. Est-ce que réellement c'est la spécialiste qui consultait qui lui a fait cette réponse, ou c'est lui qui se sert qui se sert d'elle pour vous dire des choses qu'il n'osait pas vous dire? Oui, mais dernièrement, pas aujourd'hui, mais dimanche, oui. Il m'a avoué, il me dit, mais tu sais, tu en veux après la psy. Et c'est vrai que j'étais un petit peu en colère. Mais il dit, elle t'a défendu, hein, elle t'a défendu. On aurait cru qu'il essayait de se rattraper en me disant ça. Oui, mais je trouve qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose, moi, quand même, qui m'a frappée, parce que face à quelqu'un qui est en plein doute, en plein questionnement, et ce qui peut se comprendre face à un événement de vie aussi important que celui qu'est la perte d'une mère, oui, pour un homme en plus, et qui à ce moment-là est en plein bouleversement, et évidemment dans sa relation plus amoureuse, et qui dit, étant en thérapie, je vais en parler. Et là, le psy se doit d'être dans la plus grande neutralité. C'est ça qu'on appelle la neutralité, c'est-à-dire ne pas avoir à définir la relation. Pas à dire cette relation, l'amour que vous éprouvez est de telle nature. C'est à la personne de définir de quelle nature, qu'est-ce qu'il ressent, et ça c'est pas en une fois que ça se fait. C'est pour ça, vous voyez, c'est quand on me dit souvent la fameux dire le silence du psy, du thérapeute, de l'analyste est bien embêtant et bien ennuyeux, ce silence, il est lourd. Oui, mais en même temps c'est à ce prix aussi que l'on peut s'entendre penser, que on peut entendre réellement sa vérité. Sinon, c'est la vérité d'un autre que l'on entend. Voilà. Alors moi, je suis un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai encore des sentiments, et là ce soir, je trouve que c'est un petit peu la goutte d'eau. Ça, je comprends. Il me disait que c'était quelqu'un qu'il avait connu aux urgences, parce que quand il n'est pas bien. Il m'a dit qu'il avait une certaine maladie, mais bon, moi je lui disais qu'il dépense de l'argent qu'il a hérité, enfin, en plus, comme il est au chômage depuis très longtemps. Donc, il va boire dans des bars louches où il se fait arnaquer. Mais ce que je ne comprends pas, alors c'est moi qui lui ai dit que c'était certainement cette femme, et que même s'ils n'en étaient plus ensemble, que c'était pas une très bonne chose, parce qu'il est aussi ami avec le compagnon, enfin il dit ami, et lui, le compagnon, a dit qu'il lui casserait la figure s'il s'approchait encore de sa femme. Alors je ne sais plus quoi penser. Honnêtement, non, mais là je crois que écoutez, le fait d'être perdu ne justifie pas tout, hein. Parce que, en l'occurrence, je trouve vouloir vous présenter cette femme, vous avez raison, là, ça suffit. Vous n'avez pas à tout accepter. Et vous pensez qu'un jour il peut revenir, ou qu'il ne sait pas très bien? Écoutez, moi je ne lis pas dans le mar de café, hein, oui, mais est-ce que vous pensez que c'est le fait qu'il... Parce que là, ce soir, il m'a dit, mais je ne suis pas très bien. Oui, mais écoutez, c'est un petit peu facile de justifier, parce que là, il se positionne aussi en victime. C'est-à-dire, il faut que vous soyez tout, hein, l'ami, la maman, pardonne-moi, je suis pas très bien, et donc, au nom de je ne suis pas très bien, je peux te faire du mal. Eh bien non, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Alors, qui règle ces problèmes ? Parce que vous devez tout entendre de ces séances, de ces confidences, et en revanche, vous n'êtes pas tout accepté. Peut-être qu'il aime ma voix, je ne sais pas, parce que là, il m'a dit... Vous avez une voix agréable et très apaisante, je confirme. Mais écoutez... Mais j'ai des amis qui me le disent aussi, mais oui. Je dis, est-ce que... Là, il me dit, je vais sortir, donc je pense que quand il sort, bon, je ne vais pas dire le montant, mais il dépense des milliers d'euros. Hein. Des milliers 1500 ou 2000 euros, il s'est arnaqué. Mais, ou en thérapie ?
Ah non, pas en thérapie. Il va dans des bars. Ah, dans des Ah non, en thérapie. Ah oui, j'avais sauté. Non. Ah bon, et d'accord. après, il me dit que c'est de ma faute. Alors ce soir, Oui. il me dit, déjà quand il m'a appelé, je ne Oui. m'attendais pas, j'avais dit je répondrai plus. Oui. Donc je lui ai quand même répondu, ça a duré de 20h jusqu'à 23h. Oui, Et non, à la écoutez. fin, il m'a dit, je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Il me dit, si, parce que je voudrais que tu sois bien. Je dis, écoute, Ah bah oui, ce soir, il y contribue. suis, déjà à la suite du week-end, mais je dis, ce soir, je suis un peu sonnée comme sur un ring. Que Mais j'ai Catherine, vous l'avez eu de 20h à 23h? Oui. Ah Alors, non, il mais m'a Catherine, il faut pas rester avec lui Et il autant m'a pour tout- l'entendre vous il m'a raconter là dit- tous ces Oui, déboires. Non, tous ces mais déboires. vous Alors, n'avez ce qu'il pas. me Ou alors, reprochait- écoutez, je suis désolée, il vient, vous lui envoyez votre note après. Je suis désolée, c'est trop facile. Non, mais je vous dis ça. Vous vous rendez compte, il trouve une oreille comme ça, qu'il écoute. Non. Là, vous êtes beaucoup trop gentil avec lui. On va accueillir Prune qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Prune. Ah, bonsoir Caroline, ravie de vous retrouver. J'ai oublié le nom de l'auditrice. Catherine. Alors Catherine, je suis un peu consternée par votre témoignage. Je trouve que cette situation est très malsaine, qu'il est pervers, qu'il vous manipule. Vous n'avez rien à attendre d'un homme pareil. Et surtout, je comprends pas que vous l'écoutiez pendant 3 heures au téléphone. Je suis très choquée qu'il ait dans l'idée de vous présenter sa nouvelle compagne. Il me paraît complètement instable. Vraiment, il ne fait pas rêver, cet homme. Fuyez-le, allez vers le vent du large. Parce qu'autrement, ça laisserait croire que vous êtes un peu masochiste. Qu'est-ce que vous faites dans cette histoire? Ouais. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a pas d'histoire. Mais c'est vrai que je suis peut-être trop gentille. Alors je lui ai dit ce soir, je pense qu'on s'est tout dit et que nous n'aurons plus l'occasion. Je lui ai dit, alors comme il me dit que à sa future conquête, là, à la nouvelle, il lui parle sans arrêt de moi. Je dis, Mais c'est lamentable, non. Oublie-moi et puis continue ta vie. Mais Oui, c'est vrai que j'ai encore Mais des non, mais sentiments. respectez-vous, il ne vous mérite pas. Oui, Fuyez-le, il vous malmène, il vous fait du mal. Mais en fait, aussi, c'est un goujat. Qu'est-ce que c'est cette idée de vouloir vous présenter sa nouvelle compagne? Oui, parce qu'il m'a dit, comme il n'a plus de sentiments, lui, il dit, je te la présenterai, c'est quelqu'un de très bien. Ah, voilà. c'est sûr, elle est certainement formidable et fantastique. Et lui, c'est un être supérieur. Mais c'est du n'importe quoi, cet homme. Puis en plus, je le trouve grossier, incorrect, extrêmement égoïste. Fuyez-le, ne l'écoutez plus Non. au téléphone. Et Vous puis êtes là, franchement, c'est vrai Il a que dépassé les bornes. passer 3 heures avec lui au téléphone pour qu'il s'apitoie sur lui-même. Franchement, vous avez bien mieux à faire. Je suis tout à fait d'accord avec Prune, Catherine. Franchement, Puis vraiment, il s'apitoie sur lui-même là. oui, puis vraiment, Catherine, vivez votre vie, passez à autre chose. Reconstruisez-vous, parce que voulez-vous, après 3 heures d'écoute au téléphone, vous devez être anéanti. C'est pas Épuisé. intéressant. Je dis là, je lui ai même dit au téléphone, je dis là, c'est le pire de tout. Je dis, tu ne te rends pas compte du mal que tu me fais. Mais il ne pense qu'à lui, alors je dis, justement... c'est pas grave. Je dis, c'est pas grave. Il dit, mais je te rappellerai pour Non, prendre de tes nouvelles. mettez fin à ce jeu dangereux qui est très malsain et qui vous fait du mal. Protégez-vous, fuyez-le comme la peste. Ouais. Je pense que vous avez entièrement... Larguez-le, quittez-le, mettez-vous aux abonnés absents, puis dites-lui que tout est devenu insupportable, qu'il vous exaspère et que vous voulez plus avoir de ses nouvelles. Bon vent. Soyez Voilà. clair, mais... Je crois que Prune, c'est dit, c'est clair, c'est net. Et bon, j'espère, Catherine, que vous trouverez la force Mais c'est-à-dire de ce ne que pas perdre j'entends- votre temps. Hein. Caroline, ce que j'entends dans les propos de Catherine, c'est beaucoup de tristesse, Oui, beaucoup de mal de C'est vivre. vrai, c'est vrai. Et je trouve que cet homme ne le mérite pas, quoi. Et que pour aller mieux, il faut absolument qu'il ne fasse plus partie de son champ visuel, ni de son champ sentimental, Ne quoi. plus avoir de contact du Ah, tout ça, avec c'est sûr, lui, c'est ni même impératif. par téléphone. Oui, ça Ah, va oui, vous ça- aider. Oui, vous irez comme ça, vous irez mieux avec vous-même. Soyez un meilleur compagnon pour vous-même, Catherine. Ouais. Éliminez-le de votre vie.
Ouais, c'est ce que je vais faire. Pour l'instant, je suis encore KO, mais je dis, je suis quelqu'un de cool dans la vie, mais là, je dis. Non, mais parce qu'il est auto-centré, quoi. Il n'y a que lui. Il vous absorbe il vous absorbe toute votre énergie. Alors, au départ, vous vous êtes dit, bon, oui, il vient de perdre sa mère, il est malheureux, il est triste, mais ça ne justifie pas qu'il se comporte mal vis-à-vis de vous. Ouais, Or, dans les faits, il se comporte mal. Moi, je trouve qu'il vous malmène, je trouve qu'il est très égoïste, très narcissique, et surtout, il faut que vous le sachiez, que vous soyez plus lucide. Il vous fait du mal. Ah oui, et là, ce soir, je lui dis, mais tu ne te rends pas compte. Il me dit, je suis quelqu'un de très gentil, jamais. Alors lui, il m'a raconté que, bon, son ex, un jour, l'a quitté du jour au lendemain, qu'il n'a pas eu de nouvelles, ni rien. Mais la prochaine fois, il faut lui répondre, c'est normal qu'on te quitte du jour au lendemain. Hein. Ouais. Ah, franchement. Hein. Ah oui, j'aurais dû il faut lui répondre comme ça. Hein. Franchement, il faudrait que vous ayez une amie comme Prune. Il y a quelqu'un il y a le suricate qui dit j'adore Prune et son côté cash, comme elle a raison. Oui, je devrais prendre ses coordonnées hors antenne. Quand j'étais jeune, Caroline, j'étais spécialisée dans les ruptures. J'écrivais de très belles lettres. Mais c'était vous qui rompiez, j'imagine. Non, c'était des amis. Ah oui. Des boussolés, alors je les aidais à rompre. C'est vous qui alliez rompre c'est moi qui écrivais les lettres pour qu'elles les recopient. Ça m'amusait. Vous me raconterez une prochaine fois. Voilà, je vous embrasse, Prune. Allez, tenez bon, Catherine. Hein. Au revoir. Tenez bon, Catherine, et protégez. C'est la deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Au prochain épisode, c'est promis, vous saurez tout sur Prune qui, plus jeune, écrivait des lettres de rupture pour ses copines. Et à mon avis, ça devait être assez truculent. Les garçons ne devaient plus rien espérer. Ça devait être cash, comme disait le suricate. Elle ne devait pas mâcher ses mots, notre chère Prune. En tout cas, vous avez toujours autant de bonheur à l'entendre. J'ai un SMS signé l'anonyme qui me dit j'adore Prune et sa truculence. Je l'embrasse. Georges aussi dit qu'on est heureux d'entendre Prune. Il y a également, voilà, ça c'est ma session. Il y a Flo qui dit quel bonheur d'entendre Prune. Et puis voilà, je voulais lire des messages qui arrivait pour Catherine, Coco qui disait surtout vous méritez mieux que cet homme. Là, je ne peux plus lire les autres parce que c'est de tête et j'ai pas assez de mémoire. On est passé à minuit et donc vos messages de 23h à minuit s'effacent et donc je peux pas avoir la session d'avant. Ben oui, c'est ça. Pour le moment, c'est pas encore très au point. Mais bon, on va faire une petite réunion la semaine prochaine et on va faire en sorte que je puisse garder les messages de la première heure. Vous voyez, je vous dis tout. On est dans la transparence. Je suis pas pour la transparence à tout prix, surtout pas dans les couples, vous le savez. Mais bon, pour ce qui est de l'informatique, ça mange pas de pain. Donc désolé, j'ai pas vos messages de la première heure. Il aurait fallu que je puisse les lire avant le journal de minuit et je n'ai pas eu le temps. Allez, on va passer un peu de musique et puis juste après, nous accueillerons, je crois, Sylvaine. Agnès Obel, Riverside. Voilà, allez, Fifi, on prend pour son grade. Quelqu'un me dit, je pense que Fifi a dû sous-traiter l'informatique avec ses beaux-frères au Brésil. C'est Georges, c'est l'informatique made in Brésil et c'est pas vous.
Georges, vous devriez partir un petit peu au Brésil parce que je crois que ce pays vous fait vraiment fantasmer. Donc, allez-y faire un tour, vraiment. Je pense que vous en rêvez depuis longtemps et Fifi est prêt à vous payer le voyage même. C'est ce qu'il vient de me dire dans le casque. Soigny m'envoie un petit courriel pour me dire j'adore Prune. Continuez vraiment, toujours des propos sensés et justes. Et puis Splina me dit je dois avouer que je suis toujours étonnée de voir que finalement dans un couple la personne qui souffre, lorsqu'elle s'en rend compte, elle est consciente des problèmes, des choses qui ne vont pas, malgré toutes les tromperies, les coups, les crasses. Souvent la même phrase revient: vous pensez qu'il ou elle peut revenir? En somme, la raison est parfaitement consciente que rien ne va, mais le cœur fait patiner la réflexion, qui revient très souvent au même point. Eh oui, on devrait se dire pourquoi, si je ne suis pas heureux ou heureuse dans cette relation, qu'est-ce qui fait que je reste? Et parfois, on reste malgré tout. Il y a des raisons inconscientes à ça, et ça vaut le coup parfois de se pencher dessus. Vous avez raison, Splina. On va accueillir maintenant Sylvaine. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Oui, je vous appelle ce soir. Je vous avais appelé il y a quelques mois déjà pour vous parler de mon fils qui est parti malheureusement depuis plus de 3 ans maintenant. Alors parti, oui, qui est décédé. Oui, qui est décédé, oui, de mort violente. Donc je vous avais téléphoné. Qui s'est suicidé. Voilà, c'est ça, pour parler de l'oubli. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je me disais qu'en fait, au bout d'un certain temps, les gens avaient tendance à oublier que les gens avaient existé. Et ce soir, en fait, je vous appelle pas pour parler de mon fils qui s'est suicidé, mais de mon fils aîné. Parce que mon fils aîné, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas vu, volontairement, parce que je ne supportais plus sa violence. Donc, voilà, c'était une relation qu'on ne pouvait pas continuer, quoi. Voilà, pour tout dire. Donc, c'est votre... Donc, mon fils aîné va avoir 22 ans. Votre fils aîné va avoir 22 ans. Hein, oui, et depuis pratiquement toujours, enfin, tout au moins depuis la naissance de son frère, nous avons une relation qui n'est pas normale, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, fils à mère, une violence, quoi. Une violence qui s'est installée et que j'ai jamais pu comprendre. Alors, il y avait combien d'écart entre eux? 4 ans. Alors, quand vous dites depuis relation pas normale, c'est-à-dire déjà tout petit, oui. à l'âge de 4 ans Oui, il a commencé comme ça à ne pas accepter certaines choses, pas de partage, à s'en prendre à son frère. C'était un bouc émissaire, donc et de plus en plus violent, quoi. Voilà. Donc on a eu plusieurs épisodes. Il a vu, on l'a fait suivre, on l'a mis dans une école spécialisée on a tout fait, quoi. On a fait appel à des assistantes sociales. Enfin, je pense que j'ai toujours été derrière, d'ailleurs. Maintenant, quand j'y réfléchis bien, je pense que je me suis toujours occupée de lui. Voilà. C'est-à-dire qu'il faisait toujours quelque chose. Il faisait toujours quelque chose pour que je revienne, pour que je sois avec lui, pour que je m'occupe de lui. Et en fait, quand j'étais là, il faisait tout pour que je reparte. En fait, en résumé, c'est ça. Et j'ai jamais pu comprendre. Hein. On n'a jamais pu m'expliquer, sauf peut-être le fait qu'il y avait un rapport avec moi qui était, ce que je dis, pas très normal. Une possession. Oui, parce que pas très normal. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Hein. Oui, oui. Mais j'ai l'impression qu'en fait, j'existais pour lui. Et que, et que je devais être qu'à lui. Et justement, comment se comportait-il avec son père? Son père, c'était pareil. En fait, on s'est séparés, il avait 8 ans. Et ça a toujours été aussi conflictuel. Et d'ailleurs, au point que, de toute façon, des fois, il me disait, s'il n'est pas là, tant mieux, quoi. Voilà. Et c'était conflictuel. Et quand on se séparait, de toute façon, qu'il soit chez moi ou chez lui, c'était conflictuel.
Et ça l'est toujours à l'heure actuelle, hein, parce que de toute façon, là, donc depuis, donc il y a eu des passages où, quand ça allait pas à la maison, il allait chez son père. Mhm. Quand ça allait pas avec son père, il trouvait un moyen pour revenir. Bon, vous voulez, moi, au bout d'un moment, bon, j'étais apaisée par rapport à tout ce qu'il m'avait fait, donc j'acceptais qu'il revienne. Et puis, bon, ça durait 3 mois, et puis au bout de 3 mois, il nous en avait tellement fait, il nous insultait tellement, il était tellement violent, qu'on était obligé de le renvoyer chez son père. Et chez son père, c'était rebelote. Vous comprenez, c'était que ça. On a fait que ça, en fait. Ça s'est jamais arrêté. Comment a-t-il réagi au suicide de son frère ? Une énorme colère. En fait, une énorme colère. Bon, il me l'a pas dit tout de suite, mais il m'a dit, mais je comprends pas. Il avait rien pour faire ça. Il m'a dit, mais d'ailleurs, je pense que, il m'a dit, mais moi j'ai rencontré des gars, j'ai été mis en pension avec des gars qui avaient vécu des choses, innommables, quoi, et qui ont la force de vivre. Et voilà, et pour lui, il ne comprenait pas pourquoi son frère avait pu faire ça, quoi. Mais personne ne comprend de toute façon, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on peut pas comprendre et qu'on peut pas, de toute façon, voilà. Oui, une énorme colère, mais par rapport à ça, parce que pour lui, son frère, en plus, c'était quelqu'un, qui était, on n'entendait jamais parler de lui. Pour lui, voilà, on le remarquait pas. Voilà. Il disait, toi, t'es pas comme moi, on te remarque pas, quoi. Voilà. C'était une immense colère. Et d'un autre côté, il m'a dit, donc le jour de l'enterrement de son frère, il m'a dit, mais maintenant, maman, je vais revenir et je vais m'occuper de toi. Oui. Et moi, je lui dis, mais non, tu vas pas t'occuper de moi. D'abord, voilà. Une immense culpabilité aussi. C'est pas, voilà. Mais je sais pas, moi, j'arrive pas. Si. On en a tellement vu avec lui que, bon. Si. Une immense colère, une immense culpabilité. Certainement, mais c'est vrai que la dernière fois. Pourquoi ce besoin de s'occuper de vous, c'est pas aux enfants de s'occuper des parents. Mais oui, c'est ce que je lui ai dit. Et puis en plus, moi je lui ai dit, et puis finalement, ce frère, oui, mais ce frère qu'on ne remarquait pas, qu'on ne voyait pas, qui était presque transparent, bien le seul acte à un moment qu'il a posé, c'est celui de se supprimer. Oui. Oui. Là, effectivement, il s'inscrit à jamais de façon terrible, Et oui, dans la lignée, enfin, de façon tragique. Ouais. Et moi, si vous voulez, c'est vrai que j'ai décidé de couper les ponts avec mon fils parce que c'était plus possible et que je vivais un enfer, en plus suite au décès de son frère. Et puis de continuer dans cette relation. Donc on aurait pu dire peut-être qu'il y a des choses qui auraient pu s'apaiser, mais non, ça n'a strictement rien changé. Par rapport à notre relation, ça n'a rien changé. Sa violence, elle a toujours été là, quoi. Et au bout d'un moment, moi je dis c'est plus possible, parce qu'il était violent avec moi, mais il était violent avec son beau-père, au point qu'il voulait carrément lui foutre un coup de poing dans la figure, quoi. Vous voyez, c'était ça. Et donc j'ai décidé de dire maintenant c'est fini, quoi. Je peux plus rien faire pour toi. Je veux plus être derrière. Je veux plus réparer tes bêtises. Je peux plus. En fait, je peux plus. En fait, le terme c'est même pas je veux plus, c'est que je peux plus. Et donc depuis plus de 6 mois, presque 1 an maintenant, on se voit plus. Alors je vais vous dire, c'est pas, je m'en réjouis pas, hein. Mais alors que devient-il, votre fils ? Alors là, donc il était chez son père, et son père m'a dit c'est bon, on vit une situation extrêmement conflictuelle parce qu'en plus avec sa belle-mère, il est extrêmement odieux. Et puis là, depuis quelque temps, il vit chez sa cousine, voilà, qui est un petit peu plus jeune que lui. Bon, voilà, il trouve toujours un endroit, en fait, pour le temps que tout s'apaise, quoi. Et moi, en fait, je vous téléphone pour vous parler de ça, mais ce qui m'interpelle plus, et ce qui me fait mal, parce que j'ai l'impression... Alors, j'ai 3 garçons.
j'ai eu 3 garçons et ces 3 garçons que j'ai extrêmement désirés. Bon, voilà. Ces 3 garçons, ils ont été voulus. Bon, voilà. Mais j'ai l'impression d'avoir complètement loupé mon rôle de mère, quoi. Parce que. Alors, vous me parlez donc de ce fils aîné là, avec qui vos relations sont très difficiles, de votre fils qui s'est suicidé, et vous avez donc... où les relations étaient très faciles, où j'avais pas du tout de conflit avec lui. Oui. Où ça se passait même. Oui, comme quoi parfois il vaut mieux, vous voyez. Oui, mais on me l'avait. Mais en plus. C'est vrai qu'il y a des choses, des fois, quand on est quand on vit quoi. Une cellule familiale, il y a des choses, on se rend pas toujours compte de tout, et surtout quand on est pris, des fois, par une personne, et qui monopolise. Et on m'avait dit, quand j'avais fait appel à des assistantes sociales, et qui, après, il avait été placé, on m'avait dit, mais attention à son frère, parce que, en fait, son frère, justement, il vous a jamais posé de problème, comme si justement il se mettait en retrait pour c'est pas. C'est le problème quand un enfant accapare beaucoup l'attention des parents, voire la monopolise. Oui. Les autres enfants peuvent justement faire en sorte de ne poser aucun problème, faire en sorte d'être extrêmement l'enfant parfait qui, en apparence, ne pose aucun problème. Alors, heureusement, ça ne se termine pas de façon toujours aussi tragique, mais l'enfant peut être dans une situation de difficulté, comme peuvent rencontrer les enfants, des adolescents notamment, et ne pas trouver l'appui nécessaire des parents, parce que les parents sont trop absorbés par l'enfant qui est en difficulté. Mais je pense qu'on était dans cette configuration, parce que souvent, on m'a dit d'ailleurs, souvent on n'y pense pas. Dans une fratrie, souvent, on s'occupe de la personne qui a des difficultés, et on s'occupe rarement des autres frères et sœurs, et qui vivent dans cette situation aussi, qui vivent dans le conflit aussi, mais qu'on oublie, et où on voit pas. Moi, je sais que mon fils Damien, c'est vrai que il nous posait pas de soucis. Il voulait être l'enfant, c'est vrai, parfait. Il était content quand on était content, quoi. Et pour moi, il avait la tête sur les épaules. Et d'ailleurs, peu de temps avant, je lui avais dit. Et quand on s'est rendu compte qu'il avait des soucis, peu de temps avant qu'il passe à l'acte, on voulait pas y croire. On se disait, mais il a la tête sur les épaules. Et vous en avez parlé un peu? Non, mais c'est vrai que nous, on avait découvert qu'il buvait. Et on en avait discuté avec lui. Donc un pédopsychiatre, un pédiatre avait discuté avec lui, avait dit, c'est vrai qu'il fait grand pour son âge, il s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Bon, mais c'était tout, quoi. Il y avait pas une semaine avant son acte, il avait vu un pédiatre. Voilà, quoi. Il y avait. Oui, mais le fait apparemment de boire, pas de. Ouais, mais maintenant on sait. Je veux dire, maintenant on sait qu'on aurait dû être certainement plus vigilant. Et puis il m'avait dit, mais maman, comment je vais pouvoir retourner parce qu'il avait fait un coma éthylique en fait. C'est comme ça qu'on avait découvert. Oui, c'est pas rien, c'est pas. Voilà. Oui. Et en plein après-midi, oui, c'est pas rien, c'est pas boire comme ça lors d'une soirée, c'est quand même le coma éthylique. Alors que là, c'était en plus, c'est un enfant qui sortait pas le soir, donc il sortait le mercredi après-midi, le samedi après-midi, et il a bu, il a fait un coma éthylique le samedi après-midi chez une copine. Quand on apprend ça, on se dit mais non, pas lui, quoi. Là d'abord on comprend pas, quoi. Puis après on discute avec lui et on décèle pas. Bien sûr. Vous voyez. Et il m'avait dit mais c'est la honte de ma vie, quoi. La honte de ma vie. Comment je vais pouvoir retourner à l'école avec ça? Et voilà. Et nous on n'a pas voilà. On n'a pas compris, on n'a pas vu, on n'a pas, voilà. Oui, tout d'un coup, il brisait cette image aussi de garçon, cette image de garçon parfait, tout ça. Il y a ce sentiment de honte aussi. Voilà. Les adolescents sont très fragiles aussi par rapport à cette Parce image-là. que souvent, quand on discutait et quand il voyait ce que son frère il faisait comme bêtise, il disait mais c'est du n'importe quoi. Puis il lui disait mais qu'est-ce que t'es con, quoi.
mais c'est du n'importe quoi, mais je vais parler crûment, mais il disait, mais tu fais chier, quoi, tu t'emmerdes tout le monde, voilà. Alors, ouais. Et moi, donc, du coup... Vous avez un autre fils, vous avez donc un autre fils qui a quel âge ? 8 ans. Qui a 8 ans. Qui est un super bonhomme, avec qui, bon, tout se passe bien, enfin bon, voilà, un gamin de 8 ans... et puis qui voilà un superbe bonhomme quoi qui est tout en vie quoi tout voilà qui a un rayon de soleil qui a toujours le sourire qui est extrêmement curieux, enfin bref, il est voilà. Tu connais l'histoire de familiale? Eh ben en plus c'est lui qui, enfin comment dire, bon, il a vécu dans cette ambiance là avec son frère aîné. Et il connaît d'autant plus l'histoire par rapport à son frère parce que c'est lui qui l'a trouvé. Donc vous voyez... c'est terrible. C'est terrible. Mais du coup, bon, on en parle régulièrement. Enfin, on parle de son frère tous les jours parce qu'il a besoin de parler de son frère et nous aussi. Tous les jours? Enfin, tous les jours, on ne parle pas du geste. Hein. Mais Damien est présent tous les jours. Lui, il y a toujours quelque chose qui fait référence. Et c'est voilà. Et on a besoin. Donc que vous ayez besoin, oui, mais que votre petit garçon ait besoin de parler. Ben ouais. Mais il va dans sa chambre. Oui, je suis un peu plus surprise là. Il prend ses affaires et puis il me dit bon ben, il dit je peux les prendre. Est-ce qu'il sent pas que vous en avez besoin? Oui, mais ça. Je sais pas. Moi, je lui dis parce que il avait 5 ans quand il a. Oui, il avait 5 ans. Oui. Oui, parce que je suis un peu surprise que vous ayez besoin d'en parler. Je le comprends aisément, mais lui, je suis un peu surprise que tous les jours, il ait besoin de parler de son frère. Ben oui, il parce en parle. Parce que dans sa vie d'enfant, vous voyez qu'il en parle, parce que bon, c'est. Bon, il a eu un frère, mais enfin, il a sa vie de petit garçon de 8 ans, donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose de votre souffrance à vous qui rejaillit sur lui. Peut-être aussi, mais je pense qu'il est... Vous en parlez, vous avez la possibilité d'en parler en thérapie dans les groupes de parole? Oui, on a... Enfin, du coup, après, on a demandé, parce qu'il y a une structure ici, Kubler-Ross, je ne sais pas si vous connaissez. Comment? Kubler-Ross. Non. C'est une association et en fait, on leur a demandé si on pouvait mettre en place un groupe de parole sur le deuil après suicide. Je connais phare, moi, enfants-parents pour les parents dont les enfants se sont suicidés. Voilà, en fait, c'est toujours par rapport à la mort, mais alors avec différents. Et donc on a mis ce groupe de parole en place et donc pendant 2 ans on a fait partie de ce groupe de parole. Donc on y allait une fois par mois à peu près. Voilà. Mais moi voilà, bon, mon fils Damien, même si en apparence je vis comme tout le monde, hein, je sors, je travaille, mais bon il est là. Et moi, en fait, mon questionnement, c'était... Mais je comprends que vous vous posiez des questions. Il y a quelque chose dans votre... C'est bien compréhensible. De toute façon, déjà, le deuil d'un enfant en lui-même est un deuil très, très particulier parce qu'il y a vraiment un lien viscéral avec l'enfant. Donc, c'est un deuil qui engendre beaucoup de culpabilité parce que le parent se reproche toujours d'avoir failli dans son rôle de protection. Oui, donc c'est et alors d'autant plus quand la mort il y a un suicide. Il y a quelque chose de terriblement culpabilisant. Et c'est vrai que c'est un deuil qui dure vraiment longtemps. Et je comprends que vous parliez de l'oubli parce que c'est pour ça qu'il y a vraiment une nécessité d'être accompagné pour pallier le sentiment de solitude qui survient quand
Souvent, l'entourage finit par se lasser, parce que c'est lourd d'être dans le deuil et d'entendre parler du deuil et de cette souffrance donc c'est pour ça que les groupes de parole sont précieux et de pouvoir en parler justement entre parents, parce que là vraiment vous pouvez entendre, comprendre ce qui se vit et ce qui se ressent. Donc, et on peut dire des choses peuvent accueillir cette douleur si particulière. Voilà. Il y a des choses qu'on peut pas dire comme ça à tout le monde, notre ressenti, notre colère, voilà. Alors, ce que ne peut pas faire, semble-t-il, votre fils, lui de 22 ans. Alors, vous me dites que ce lien particulier, il avait avec vous de toute façon depuis tout petit. Et ça interroge, parce que évidemment, vous ne pouvez pas dire dès la naissance de son frère, notre relation était pas normale. Évidemment, ça ne peut qu'interroger de dire cela. C'est-à-dire comme si, au fond, ça veut dire que auparavant, jusque-là, ça se passait bien entre vous, et puis qu'au fond, l'arrivée de ce frère a, pour lui, été très très mal vécue, cette séparation, ce qu'il a vécu, cette jalousie. Certainement, qui est normal, chez tous les enfants, pour lui a été certainement très amplifiée, très douloureuse, certainement amplifiée par le fait que c'était un enfant du même sexe que lui qui est arrivé, et il n'a eu de cesse à ce moment-là d'attirer votre attention en permanence. Voilà, faisant, il se rendait malheureux, parce qu'en attirant, en étant aussi turbulent, en faisant des bêtises, au fond, l'enfant attire l'attention du parent sur lui, mais souvent il se fait fâcher, il se fait gronder, il se fait réprimander. Donc c'est un cercle vicieux. Très conflictuel. C'est-à-dire que mais oui. Dans un cercle vicieux encore maintenant, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, il recherche votre attention, il recherche votre amour, il recherche mais là aussi, il y a beaucoup de culpabilité derrière, parce que c'est toujours de l'amour qui reste incompris, insatisfait, avec beaucoup de frustration. Et ce qui est terrible en plus, parce que il survient là de façon assez tragique. On peut penser, quand le petit frère naît, où il peut y avoir des désirs, où certains enfants l'expriment d'ailleurs, le petit frère ou la petite sœur, on aimerait bien s'en débarrasser, ou dire si on pouvait le ramener là où il était, ou le mettre à la poubelle, ou les enfants l'expriment, des souhaits de mort. Quand ça se traduit dans la réalité, et que malheureusement il y a que l'autre meurt réellement, ça peut être tragique. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, votre fils, il a 22 ans, il sait bien que c'est pas parce qu'on fantasme sur la mort de quelqu'un que ça se produit dans la réalité. Néanmoins, si vous voulez, l'inconscient ignore le temps. Donc, peut-être, c'est une interprétation de ma part, mais quand une naissance, s'il y a une rivalité aussi importante, une jalousie aussi importante vis-à-vis d'un petit frère, qui peut engendrer comme ça des sentiments d'hostilité, et puis que après ce frère avec qui on est aussi en rivalité, pour autant qu'on peut aimer aussi par ailleurs à d'autres moments, ça peut cohabiter, c'est l'ambivalence. Mais que ce frère finalement meurt en plus en mettant fin à ses jours, ce qui est particulièrement terrible et culpabilisant. La culpabilité est horrible. Donc lui aurait certainement bien besoin d'aide. Je me dis dans une telle, quand vous dites j'ai failli à mon rôle de mère, c'est toute une structure familiale. C'est-à-dire que c'est pas seulement, je réponds un peu, j'essaie de répondre, si tant est, il n'y a pas de réponse parce que c'est complexe. C'est-à-dire c'est une organisation familiale. C'est pas que vous. Il y a aussi, il y a vous à ce moment-là, vous étiez
vous étiez avec votre mari, le père de votre fils, qui peut aussi essayer d'atténuer cette jalousie. Enfin, vous voyez, il y a c'est tout un ensemble, et peut-être que là, il y a possibilité de proposer encore une thérapie de familiale autour de ça, de voir qu'est-ce qui est en jeu autour de cette violence, parce que la violence, c'est l'expression d'une souffrance, de quelque chose qui peut pas se dire autrement. Je l'ai toujours pensé, et c'est pour ça que j'ai alerté beaucoup, parce que au début, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, on ne voulait pas me croire, parce que c'est vrai que j'étais toute seule, j'étais pas encore remariée, donc je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 enfants, et j'ai alerté beaucoup, mais on voulait pas me croire. On voulait pas me croire, parce que c'est vrai que en dehors, il pouvait être très très gentil, très charmeur, très. Ça ne m'étonne pas. Bien très sûr. Manipulateur d'ailleurs, parce qu'il a eu. Écoutez, je pense que il peut tout à fait. Le problème, c'est qu'il veut être au centre d'intérêt. Il a besoin au sein de la famille. Ça ne veut pas dire qu'en dehors, il peut être tout à fait charmant. Voilà. Donc, mais peut-être que par rapport à ce désir, puisqu'au fond, il est dans ce désir, il y a quelque chose que ses parents s'occupent de lui, qu'il soit un peu au centre, qu'il y a quelque chose de difficile, de douloureux pour lui, et justement parce que vous pouvez peut-être partir de ce constat, de dire que vous n'arrivez plus à avoir un échange ensemble sans qu'il y ait de l'agressivité entre vous et de la violence, et peut-être justement de demander l'aide de tiers pour ensemble vous aider mais j'ai déjà essayé, dialoguer. Non, mais je veux dire avec son père, vous et lui, et peut-être le petit frère d'ailleurs, je lui ai aussi, déjà proposé, la famille. J'ai déjà proposé. Je lui ai proposé plein de choses, parce que quand il est, parce qu'il doit en souffrir. À lui parler. Ah oui, mais ça, j'en suis persuadée. On peut pas être comme ça sans souffrir de toute façon. C'est pas possible. Mais moi, je lui en ai déjà parlé, quand il est capable d'entendre. Parce que quand il est pas capable, mais quand il est capable d'entendre, et que je vois des fois, il venait me voir parce qu'il était en souffrance. Et là, on pouvait parler, parce qu'en plus, dès qu'il avait un problème, il venait me voir. C'était pas pour discuter avec quelqu'un d'autre. Pas, mais évidemment. De toute façon. Il est que dans une grande ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois, il veut être dans la fusion, et puis à certains moments, il vous rejette. Il reviendra vers vous, de toute façon, c'est évident. Mais c'est pour ça. Oui, mais il reviendra, mais pour être toujours dans cette relation-là. Il va trouver quelque chose qui va, parce que là, le temps va passer. Non, mais ce que je veux vous dire par rapport à la question que vous posiez, j'ai failli à mon rôle de mère. Je vous dis, c'est plus complexe que ça. Vous étiez en couple. Après, vous avez créé cette structure familiale. Bon, aujourd'hui, vous êtes séparés, mais il y a peut-être une possibilité dans le cadre d'une thérapie familiale, éventuellement aussi. Mais il veut pas en entendre parler. Bon, alors. Non, mais en plus, alors, peut-être vous travaillez dans le cadre de votre thérapie personnelle, voir comment vous pouvez réfléchir un peu sur la façon dont vous vous situez par rapport à lui. Moi, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des choses à réfléchir sur votre façon d'être vis-à-vis de lui, je crois. À l'heure actuelle, je peux pas. Non, mais je crois qu'il y a des choses. Bon, oui, mais. Voilà, c'est ça. Bon. Mais moi, tant que vous êtes dans cette position-là, ça ne peut pas avancer. Donc, c'est ça. Mais on est tous les deux dans la même position. Écoutez, donc ça ne peut pas avancer pour le moment. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Mais c'est-à-dire que c'est pas facile, c'est que pour le moment vous ne pouvez plus. Le constat est là. Donc il faut entendre et puis espérer que vous soufflez un petit peu et que vous puissiez réfléchir à votre relation pour quand même renouer un lien avec lui, pour ne pas le lâcher complètement, ce qui ne serait pas une bonne chose. J'espère, et c'est pour ça que je vous ai appelé, donc vous avez besoin peut-être de faire une pause pour pouvoir à un moment reprendre différemment votre relation. Bonne chance à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, Caroline. Israelis Over the Rainbow. Alors Georges m'écrit, il me dit bon,
Alors, Fifi vous dit que je commence à être lourd. Bon, d'accord, j'arrête avec le Brésil, promis. Oh, il me reste encore le Mexique et Cherbourg. Et un petit message de Sergio qui me dit allez, je suis prêt à donner 2 ou 3 euros pour que notre cher papy Bougon aille se trémousser sur la plage de Copacabana. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Georges qui ajoute, qui dit mais oui, mais alors qu'est-ce qui va me rester pour que je charrie un peu Fifi les cheveux? Ça y est, j'ai déjà fait le tour, donc je vous fais confiance, vous allez bien trouver autre chose. Bonsoir Margot. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai 65 ans. Oui. Et je suis bipolaire. Je suis bipolaire depuis 43 ans, c'est-à-dire à la naissance de mon fils. J'ai qu'un fils. C'est une dépression postpartum que j'ai fait. Et donc, ça fait 43 ans que je souffre. Et je vous appelle parce que mon fils qui a 43 ans, bien sûr, ça fait 4 ans qu'il ne veut plus me voir. Qu'il me parle plus parce que ma bipolarité, il le supporte plus. C'est quand même un garçon qui s'est marié 4 fois. Et sa dernière compagne, là, qui n'est pas que c'est, elle a 10 ans de plus que lui. Mm-hmm. Il est heureux, ça me console, et elle le materne. Donc je pense qu'elle remplace sa mère. Alors je me pose des questions. En plus, je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle France Dépression. Donc je connais les psychiatres de Paris, les plus grands. Je suis donc soignée et je suis en psychothérapie depuis 5 ans. Mm-hmm. Voilà, alors je souffre de cet abandon. Je me pose des questions, je me culpabilise. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je peux pas dire que ma bipolarité l'a gênée ces derniers temps. Quand je suis hospitalisée, que je suis en dépression, il ne vient pas me voir. Mais ce qu'il supporte pas, c'est peut-être mon côté up de temps en temps. Alors je sais plus quoi faire pour. C'est-à-dire dans vos phases, vous dites up, oui, dans vos phases. Un petit peu. Oui, ça. Voilà, c'est-à-dire. Je sors d'un épisode dépressif qui dure un mois. Oui. Et quand je remonte assez trop rapidement, et là je suis un peu excitée, je peux dire des phrases sans penser aux conséquences. Bon, oui, ça peut être un peu gênant pour lui. Ça peut être. Oui, tout à fait. Il en a. Je pense qu'il. Ma maladie, c'est-à-dire que vous semblez dire aussi, vous souffrez de cela depuis la naissance de votre fils. Donc là, vous en parlez aujourd'hui, il est adulte, mais lui, c'est aussi son histoire d'enfant au fond. C'est tout ça qui ressort, et peut-être qu'à certains moments, il y a des blessures, il y a des souffrances où évidemment on peut se dire c'est compliqué parce qu'on ne peut pas vous reprocher quelque chose que vous-même vous n'êtes pas responsable de cette maladie, mais forcément pour l'entourage et pour un enfant, c'est compliqué d'avoir un parent qui est en souffrance psychologique. Voilà, donc il peut ressentir un moment le besoin de mettre un peu de distance, peut-être pour se protéger. Alors, vous me dites que ça correspond aussi au fait qu'il ait rencontré une femme. Oui. Et qui a 10 ans de plus que lui. Donc, voilà, qui a 10 ans de plus que lui. Ça, c'est sûr. Enfin, peut-être pas, parce que vous savez, il peut avoir une relation avec elle. 10 ans, c'est pas énorme, comme différence d'âge, c'est pas énorme, mais qui lui apporte un équilibre, une stabilité dont il a besoin. Oui, je pense. Peut-être. En fait, c'est un couple très fusionnel. Ils travaillent ensemble. Enfin, ils travaillent dans la même banque. Bon, ils sont tout le temps ensemble. Ils se quittent pas. Ils partent le soir, le matin. Enfin, ils sont tout le temps ensemble. Mm-hmm. C'est très fusionnel. Et elle, je lui en veux un peu parce que j'ai eu des bons rapports avec elle. C'est très très bon. Et là, après, je pense qu'elle a quelque part, elle a tout fait pour m'écarter. Je pense. Maintenant, Pas forcément. Non. Pas forcément. C'est plus simple, évidemment, pour.
c'est plus confortable de penser que c'est cette femme qui éloigne votre fils que de dire qu'au fond, ça serait une décision personnelle de votre fils. Mais il se peut aussi que votre fils ait besoin un peu de vivre ce qu'il a à vivre avec elle et de se protéger un peu, oui, parce que par moment vous êtes quand vous êtes dans ces moments up and down comme vous dites, vous êtes dedans. Alors évidemment, c'est vous en avez conscience, puisque vous gardez une certaine lucidité, mais quand vous êtes dans des moments comme ça d'euphorie, tout vous paraît à ce moment-là plus léger et autre. Mais pour votre entourage, et en l'occurrence pour votre fils, c'est compliqué parce que lui, il voit bien que dans ces moments-là, ça manque de... Il sait que vous pouvez retomber. C'est angoissant finalement. C'est quelque chose, ça renvoie à quelque chose toujours d'angoissant. C'est pas comment, sur quel pied danser pour dire les choses un peu vite et un peu familièrement. Donc à un moment, je vous dis, ça peut expliquer un peu son éloignement. Ce qui ne veut pas dire que c'est, voyez, du définitif. On peut. Je ne pense pas, mais je sais, on s'envoie quelques mails, on va pas toujours, mais c'est difficile comme relation. Il n'est pas gentil dans son écriture. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il me reproche des tas de choses. Il dit que j'espère qu'un jour je serai équilibré, que je pourrai avoir une vie normale. Enfin, vous voyez, il m'encourage pas. Mais en fait, j'ai des phases up et down, mais c'est pas tout le temps. J'ai des phases comme maintenant. Là, je peux être plusieurs mois tout à fait normal, puisque j'arrive. Mais bon, Mais est-ce qu'il connaît, il sait de quoi vous souffrez, parce que quand il dit, est-ce que il espère qu'un jour vous serez, équilibré, il sait que vous souffrez, il sait de quoi est faite cette maladie. Ça a été diagnostiqué, pas tout de suite, quand il est en 67, on ne parlait pas de bipolarité. Non. Mais il a des souvenirs, il m'en a parlé, que je passais quelques fois mon temps à l'hôpital psychiatrique. Bon, mais pas beaucoup moins fréquent que maintenant, parce que plus je vieillis, plus je fais d'épisodes. Donc, mais certainement qu'il a souffert de ça aussi. Comment se fait-il que plus vous vieillissez, plus vous faites d'épisodes ? Oui, alors ça, c'est une grande question que je pose aux psychiatres quand je vais dans les conférences. Est-ce que ça devient chronique ? Je sais pas, c'est curieux depuis... ça fait 10 ans que je suis toute seule. Mais votre traitement, est suivi ? Pas. Non, on n'arrive pas. Vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui stabilise Non, j'arrive pas. Et ils arrivent. Là, ces dernières années, je fais 3 dépressions par an. Oui, c'est beaucoup quand même. Mais qui dure longtemps ? Alors, qui dure un mois, mais bon, je me fais hospitaliser parce que j'ai une clinique près de chez moi donc je connais bien le directeur, donc je me fais tout de suite hospitaliser parce que je peux pas rester seule. Mais donc ça dure un mois, on me donne un antidépresseur et là c'est là le danger, c'est que je remonte mais un peu vite. D'accord. Oui, mais donc ça ne dure pas trop longtemps. Évidemment, quand on est dedans, c'est toujours trop long. C'est toujours trop long, mais enfin vous arrivez bien à gérer quand même. C'est-à-dire que vous demandez vite, vous repérez à être hospitalisé et le risque c'est que vous remontez un peu trop vite. Oui, on n'arrive pas bien à stabiliser votre humeur. Voilà, c'est pas. Ça serait important d'expliquer, de dire que vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour essayer de vous prendre en charge. Mais que pour le moment, et que vous comprenez que pour lui ça c'est difficile, voyez, mais lui répondre gentiment, mais en expliquant que mais alors, vous comprenez qu'il ait pu en souffrir, mais bon. Bien sûr. Mais j'ai fait même une lettre où je me culpabilisais, je lui ai dit non, j'ai peut-être été une mauvaise mère. Enfin, je me remets en question. Vous n'avez pas été une mauvaise mère, vous avez été une mère qui a une histoire qui est ce qu'elle est et qui à un moment a aussi une souffrance, des troubles psychiques qui ne vous résument pas, parce que vous résumez pas non plus à un diagnostic général. Non, d'accord, vous souffrez de troubles bipolaires, mais vous avez aussi une histoire qui est unique et qui est singulière. Et ça, vous pouvez la travailler en thérapie, je l'imagine. Donc, vous faites aussi avec ce que vous êtes, Margot, et vous essayez de faire avec cela. Alors, vous comprenez que pour lui, ça a été difficile, et que pour autant,
bon, voilà, vous l'entendez, mais que je crois que, vous voyez, le lien n'est pas rompu. Il y a des mails échangés et ne dites rien au sujet de sa femme parce que je crois que ça montre que votre fils, bon, ça l'empêche pas de, comme vous dites, il est heureux, il est en couple, donc vous lui avez donné les moyens quand même de se construire et de vivre quand même une relation. Donc au contraire, vous n'avez pas à culpabiliser. Vous pouvez vous dire que malgré tout, vous avez pu lui donner les moyens d'être heureux et d'être heureux dans sa vie et de se construire. C'est plutôt ça qu'il faut vous dire, Margot, plutôt que de voir ça, hein, je pense. Et vous, au contraire, soignez-vous et prenez-vous, continuez. J'espère que vous allez trouver un traitement qui vous stabilise. Bon courage, Margot. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Boomerang, Serge Gainsbourg. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1.